Lorsque les Scrixis sont arrivés sur Terre, l'événement a déclenché une vague de panique bien compréhensible. Il faut dire qu'une vieille tradition cinématographique nous y avait préparés depuis longtemps. Une cinquantaine d'appareils est apparue dans les ciels du monde entier. Ils sont restés comme ça, flottant à la limite des nuages pendant des jours, sans rien faire. Aucun signe, aucune communication, aucune activité, aucune réponse à nos appels. Et puis ils se sont posés, sans plus de cérémonie. Là encore, il ne s'est rien passé de spectaculaire. Pas de sas qui s'ouvre, pas de mouvement, juste le cliquetis du métal qui refroidit. Ne sachant à quoi nous attendre, nous avons dû nous concerter entre nations pour savoir quoi faire. Il a été décidé qu'une équipe internationale, composée de soldats d'élite et de quelques scientifiques, pénètre dans l'un des vaisseaux. Nous nous attendions tous à des choses tant variées qu'absurdes. Des représentants d'une civilisation avancée venus partager leur connaissance du cosmos, un petit extraterrestre vert ayant le pouvoir de ressusciter des plantes, ou des créatures insectoïdes aussi mortelles que sournoises. Personne n'avait imaginé ce qu'on a finalement trouvé. Le vaisseau, ainsi que ses 49 autres jumeaux, contenait ce que d'aucuns ont appelé le kit d'élevage des Scrixis. Outre des spécimens de ces étranges animaux en état de cryogénisation à différents stades de leur gestation et maturation, on découvrit une base de données extrêmement complète, parfaitement documentée et construite pour être facilement accessible et interprétable. C'était, en somme, un mode d'emploi pour reproduire le génome et cultiver en cuve les Scrixis. Tout était prévu pour mettre en place un élevage de A à Z. Le séquençage, les plans des appareils et toutes les techniques pour en prendre soin. Il ne manquait que 2 informations. Qui nous avait fait un tel cadeau et pourquoi ? Nous avons trouvé tout seuls la réponse à la deuxième question. Quant à la première, à quoi pouvaient bien nous servir les Scrixis ? Pourquoi envoyer de quoi les produire facilement à la chaîne ? Nous avons tout expérimenté, en faire des bêtes de somme ou des animaux de compagnie. Avec leur tempérament nonchalant et leur intelligence très limitée, nous avons dû reconnaître qu'ils ne se sont pas montrés bons à grand-chose. En fait, ils n'étaient bons qu'à cela, être bons. Le Scrixi adulte a la taille d'un veau, mais il a à peine l'intelligence d'une poule. Il se déplace sur 4 pattes qui se terminent par des coussinets, comme ceux du chien. Son cuir, imberbe, est de couleur café au lait. Il est asexué et pourtant appartient au règne des mammifères, puisqu'il est doté de mamelles qui produisent un lait riche en grande quantité. Il a un système digestif proche de celui d'un ruminant, mais avec l'efficacité de celui d'un cochon. Il est capable de tout assimiler. Il possède en outre un système immunitaire quasiment parfait, semblant résister à toutes les maladies connues. Nos scientifiques ont bien tenté de s'en inspirer pour concocter médicaments et autres miraculeuses jouvences, mais en vain. Quelque chose dans leur génome particulier fait que ce qui marche chez un Scrixi ne fonctionne pas chez l'homme. Enfin, son nom, Scrixi, lui vient du cri qu'il pousse lorsqu'il exprime une quelconque émotion. Faim, satisfaction, bâillement. Nul, cependant, ne saurait se souvenir qui, un jour, a osé goûter en premier la chair de ces drôles de bestioles. La dissection et l'analyse des premiers spécimens nous avaient déjà mis la puce à l'oreille. L'animal a une masse musculaire importante et homogène, peu innervée, des tissus adipeux pauvres et facilement assimilables, et les organes internes sont réduits et simplifiés pour laisser plus de place aux muscles. De plus, son système immunitaire miraculeux achève d'en faire l'être vivant le plus sain qui soit, quel que soit son environnement. Il a été prouvé qu'un troupeau de Scrixis pouvait vivre au sein d'une décharge, la nettoyant par son appétit, tout en conservant un organisme absolument sain. Bref, lorsque nous découvrîmes que le Scrixi était non seulement mangeable, mais en outre délicieux, la face du monde changea. Un seul animal adulte pouvait nourrir 15 à 20 personnes. Sa chair a le goût du canard, avec des touches naturelles d'aromates. Il peut se cuisiner de toutes les façons, avec la particularité que les membres donnent une chair rouge ressemblant texture au bœuf, alors que ses flancs s'approchent de la viande blanche. Il est tant à même de contenter tout gourmet qu'un slogan publicitaire de l'époque disait de lui « Il ne lui manque que des ailes ». Consommant peu et n'importe quoi,
l'animal venu de l'espace a permis une réorganisation en profondeur de la production agricole. Les fruits, légumes et céréales étaient désormais essentiellement faits pour l'alimentation humaine. Quant aux filières d'élevage, la plupart se recyclèrent dans la production et la transformation des troupeaux de Scrixis. Les moyens de fabrication, que ce fût pour l'élevage ou la commercialisation du lait, qui ne nécessitaient aucun filtrage ni stérilisation, étaient si bas que la filière ne pouvait être que rentable. Et puisqu'il était peu onéreux de se lancer sur le marché, les prix finirent par se stabiliser rapidement en un point d'équilibre honnête pour tous. L'alimentation à base de Scrixis était une manne bon marché pour tout le monde. Une minorité d'éleveurs, parmi les plus militants et les plus éthiques, se firent un devoir de sauvegarder les races purement terriennes qui avaient désormais acquis le statut de marchandises de luxe. Petit à petit, les problèmes écologiques liés aux surproductions animales et végétales commencèrent à se résorber. Toute la planète adopta le régime Scrixis. Même les défenseurs de la cause animale n'y virent aucune objection. L'origine extraterrestre et artificielle de la bête, ainsi que son intelligence quasi inexistante, évitaient d'avoir beaucoup d'empathie pour elle. L'ère des famines était derrière nous. Mourir de faim était désormais de l'histoire ancienne. Paix et prospérité sur une terre où même le visage de l'économie mondiale était en train de changer. Du moins, c'est ce que nous étions enclins à penser à ce moment-là. Quelques mois, peut-être un an, après l'arrivée des fermes à Scrixis, on commença à relever les premiers cas d'addiction à ces aliments extraterrestres. Oh, rien de bien grave après tout, le monde produisait alors autant de kilos de viande et de litres de lait qu'on désirait en consommer. Les seuls à s'intéresser au phénomène furent les psychologues et quelques philosophes qui, il faut le reconnaître, préféraient largement débattre et s'entre-déchirer sur le mystère entourant nos bienfaiteurs et leurs intentions. En revanche, les premières victimes firent les choux gras des émissions de talk-show où l'on n'hésitait pas à les tourner en dérision. Finalement, l'OMS commença à se pencher sur le phénomène lorsque le nombre de cas cliniques avérés atteignit puis dépassa 1% de la population mondiale. Les symptômes avaient tout de l'accoutumance. Envie irrépressible et irraisonnée de consommer toujours plus de produits à base de Scrixis, les autres aliments perdant tout intérêt, voire étant ressentis comme écœurants. Les chercheurs en étaient perplexes. Était-ce une manifestation secondaire due à la provenance particulière de la denrée ? Que pouvaient être les conséquences à long terme de cette bizarre épidémie de boulimie Scrixis ? À cette époque, le long terme avait encore un sens. On tenta bien de forcer quelques volontaires au sevrage, comme on peut le faire en cas d'addiction à certaines drogues. Mais les résultats furent catastrophiques. Inanition grave, dommages psychologiques et physiologiques, etc. Comme quelqu'un l'a résumé à ce moment-là, est-il raisonnable de risquer sa santé et sa vie pour quelques kilos de viande que n'importe qui peut se procurer ? Alors on en resta là, et les gloutons continuèrent à déguster librement leur content de Scrixis. Il fallut 2 années pour que ce que l'on nomma la Scrixomania touche 10% d'entre nous. Puis une autre année pour atteindre les 25%. 6 mois encore, et la moitié du globe ne pouvait plus se passer de la viande tombée du ciel. Pendant ce temps-là, la vie continuait malgré tout. La majorité des gens ne se préoccupaient guère de s'alimenter qu'à base de victuailles aliens. Les scientifiques finirent par découvrir que les sucs gastriques humains, en dissolvant certaines chaînes complexes constituant le muscle Scrixis, synthétisaient des acides aminés particuliers qui provoquaient sur le cerveau de l'homme cette inévitable addiction. Ils tentèrent tout ce qui était à leur portée pour contrer le phénomène. Ils essayèrent de stopper le processus lors de l'ingestion ou au moment du passage de l'acide aminé dans le système sanguin, ou encore en agissant sur la chimie du cerveau. Ils testèrent même la mutation du génome ou de modifier le cycle de maturation de l'animal. Rien n'y fit. Dans 100% des expérimentations, le remède s'avéra pire que le mal. Ils durent s'avouer vaincus. Le phénomène leur échappait complètement et personne ne fut à même d'enrayer sa progression autour du globe. 5 ans après l'apparition des Scrixis sur le sol terrien, 99,92% de la population mondiale ne pouvait plus vivre sans s'alimenter d'une portion quotidienne
de cet aliment providentiel. Les seuls à échapper à cette emprise insolite, et a priori sans conséquence, étaient les végétaliens, par choix ou par allergie. Cela était regardé par les autres comme des extraterrestres, parfois traités en paria, tout comme le furent les premiers touchés par l'addiction. L'homme a la mémoire courte, après tout. Soudain, arrivèrent 2 événements successifs, à une semaine d'intervalle, qui donnèrent la réponse à tout ce mystère et scella le destin de l'humanité. Tout d'abord, en l'espace d'une dizaine d'heures, tous les Scrixis moururent. Leur cœur s'arrêta simplement de battre, presque à l'unisson. Tous ceux que l'on tenta de cultiver à partir de ce moment ne parvenaient plus à maturité, leur gestation s'interrompant brutalement au milieu du cycle. Et, malheureusement, leur chair s'avérait alors impropre à la consommation. C'est comme si on avait débranché la prise. La production de Scrixis avait tout simplement cessé. Nous étions privés de notre drogue. Naturellement, il existait en certains endroits des stocks congelés, mais ils étaient finalement peu importants et furent dévalisés dès qu'on apprit leur emplacement. Un vent de panique souffla sur le monde entier. Personne ne savait que faire ni vers qui se tourner. Nous étions aussi démunis que des nouveau-nés lâchés en plein désert. Ce furent 7 jours de cauchemars, d'hystérie, de délire, de suicide et de prières angoissées. C'est alors que les maîtres des Scrixis arrivèrent. Une 50aine d'appareils, bien plus massifs que les barges Scrixis, ont crevé les nuages à l'aplomb même où, à peine 5 ans auparavant, les premiers vaisseaux avaient atterri. Nul n'a jamais su le nom de ces êtres venus d'ailleurs. Nous n'avions qu'un mot pour les désigner, les maîtres. Ils se sont posés, ils se sont adressés à nous en des termes simples, comme s'ils parlaient à des enfants. Nous ne pouvions qu'écouter, nous qui étions en pleine détresse. Leur message semblait nous placer devant un choix, mais ça n'était pas le cas. Les bêtes vous seront rendues contre votre reddition et votre entière soumission. Comment imaginer colonisation plus simple et plus efficace? Et les dissidents végans, vous me demandez? Que voulez-vous qu'ils fassent, les pauvres?